Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réviser le chapitre sur les circuits en série et les circuits en dérivation. Commençons par récapituler le cours. Les circuits en série sont des circuits dans lesquels tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres en formant une seule boucle. Je la repasse en couleur. Ça veut dire que l'électricité partant conventionnellement, je le rappelle, de la borne plus, n'a qu'un seul chemin possible pour rejoindre la borne moins. Et ce chemin passe forcément par tous les dipôles. Ce que vous devez aussi savoir concernant les circuits en série, et plus généralement les dipôles appartenant à la même boucle, c'est que dès qu'un dipôle est en panne, mettons une lampe qui grille, le courant cesse de circuler et plus aucun dipôle n'est alimenté. Petite précision, les autres dipôles, eux, ne sont pas en panne, c'est juste qu'ils ne reçoivent plus d'électricité. Autre règle, quand on ajoute des dipôles récepteurs, donc des dipôles qui consomment de l'énergie électrique, on parle là des moteurs, des lampes, des diodes, des résistors, le courant électrique est de plus en plus faible dans la boucle, et les dipôles fonctionnent de moins en moins bien. Bien sûr, ce raisonnement marche aussi à l'envers. Si on enlève des dipôles récepteurs, les dipôles restants fonctionneront de façon plus intense. Et enfin, dans une boucle, l'ordre des dipôles n'a pas d'effet sur leur fonctionnement. On dit parfois plus simplement que l'ordre des dipôles n'a pas d'importance. Donc que vous mettiez la lampe avant le moteur ou après l'interrupteur, on s'en fiche. Notamment cette dernière règle, elle est importante parce qu'il y a parfois des élèves qui pensent que, quand l'interrupteur est ouvert dans un circuit en série, certes, les lampes et les moteurs cessent de fonctionner, mais peut-être que s'ils sont positionnés avant l'interrupteur, ils pourront quand même recevoir du courant parce qu'ils sont juste à côté du générateur. Donc non, ça ne marche pas du tout comme ça. Dès qu'il y a un endroit de la boucle où le courant ne pourra pas circuler, donc là au niveau de l'interrupteur, eh bien il n'y a aucun courant dans la totalité de la boucle. Et même pas juste à côté de la borne plus. C'est clair ? On passe aux circuits en dérivation. Donc les circuits en dérivation sont des circuits dans lesquels tous les dipôles n'appartiennent pas à la même boucle. Comme ça. Donc là j'ai fait 2 boucles, et je les repasse maintenant en couleur. Après il peut aussi y avoir 3 boucles, 4 boucles, etc. Il n'y a pas de limite. Je vais revenir à mon exemple avec 2 boucles. Une autre façon d'exprimer les choses consiste à dire que c'est un circuit dans lequel il y a des nœuds, c'est-à-dire des jonctions entre les fils de connexion qui sont comme des croisements, où une partie de l'électricité ira par un chemin et l'autre partie par l'autre chemin. On remarquera que les circuits en série ne comportent à l'inverse aucun nœud. Concernant les circuits en dérivation, il y a une unique règle à retenir, mais elle n'est pas toujours facile à appliquer. Regardez. On a dit précédemment que quand des dipôles sont dans la même boucle, ils sont dépendants les uns des autres. Si l'un tombe en panne, ça provoque l'extinction des autres dipôles de la boucle. Ou si on ajoute un dipôle dans une boucle, les autres dipôles de la même boucle vont fonctionner avec moins d'intensité. Et bien là, pour les circuits en dérivation, l'idée c'est que quand des dipôles ne sont pas dans la même boucle, ils sont indépendants. Donc les pannes ou les modifications qui interviennent dans une boucle n'ont pas d'effet sur les dipôles d'une autre boucle. Maintenant, nous allons mettre en pratique ces notions à travers 4 exercices. Le premier que je vous propose, qui est l'exercice A, concerne un circuit en série. On étudie le circuit en série ci-contre composé d'un générateur, d'un interrupteur, de 2 lampes et d'une diode simple. Question 1. Combien de fils de connexion sont nécessaires pour réaliser ce circuit ? Alors il n'y a qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5. On répond donc, 5 fils de connexion sont nécessaires pour réaliser ce circuit. Au passage, on remarque que dans un circuit en série, il y a autant de dipôles que de fils de connexion. Un générateur, un interrupteur, 2 lampes et une diode simple, ça fait 5 dipôles, donc 5 fils pour les relier. Question 2. Indiquez le sens conventionnel du courant sur le schéma. On l'a dit auparavant, le courant part de la borne plus, et il circule jusqu'à la borne moins. Ok. Troisième question. Que se passe-t-il si l'on permute l'une des lampes et l'interrupteur ? Alors, c'est le moment d'utiliser notre cours. Permuter 2 dipôles, ça veut dire mettre l'un à la place de l'autre et l'autre à la place de l'un. Donc on change l'ordre de branchement des dipôles d'une même boucle. Or nous avions dit que l'ordre des dipôles dans une boucle n'a pas d'importance, donc cette permutation ne modifiera en rien le fonctionnement du circuit. On passe à la question 4. Que se passe-t-il si on intervertit les bornes du générateur ? Alors on va s'occuper de cette question, mais il y a un petit truc que je veux clarifier au préalable. Vous comprenez que depuis la question 3, on a commencé à enchaîner des questions où on fait à chaque fois une modification dans le circuit, et on nous demande l'effet produit. La logique, dans cette suite de questions, c'est que, sauf consigne particulière, a priori, on ne conserve pas les modifications effectuées pour les questions suivantes.
Si je le dis autrement, on revient toujours au circuit initial. Et c'est à partir de ce circuit initial qu'on envisage une nouvelle modification. J'espère que c'est évident pour tout le monde. On revient donc au circuit initial et on essaie de visualiser la modification proposée dans la question 4. Il s'agit de mettre la borne plus à la place de la borne moins et vice-versa. Alors le premier effet, ce sera que le courant circulera dans le sens inverse. Comme ça. Et là, vous devez tout de suite voir qu'il y a un problème. C'est que la diode sera en sens bloquant. Et en sens bloquant, il n'y a pas de courant électrique. Donc on répond, si on intervertit les bornes du générateur, la diode sera branchée en sens bloquant et il n'y aura donc aucun courant dans le circuit. On passe à la question 5. Que se passe-t-il si la diode tombe en panne? On revient au circuit initial et on imagine que la diode, pour une raison inconnue, grille. Dans ce cas, le circuit sera ouvert. On répond, il n'y aura pas de courant dans la boucle et aucun dipôle ne fonctionnera. Question 6. On court-circuite l'une des lampes, schématiser cette situation directement sur le sujet, décrire les conséquences de ce court-circuit. Petit rappel sur les courts-circuits, on parle de court-circuit pour un dipôle lorsque ces deux bornes sont reliées par un conducteur, généralement un fil de connexion. Donc comme ça. Alors fondamentalement ça transforme ce circuit en série en un circuit en dérivation, puisque ça et ça ce sont des nœuds. Et au niveau de ces nœuds, l'électricité peut soit passer par la lampe, soit passer par le fil de court-circuit. Dans la réalité, l'essentiel du courant électrique va passer par le fil de court-circuit, et le résultat c'est que la lampe court-circuitée va cesser de briller, et la seconde lampe brillera plus fortement. Au passage, vous remarquez qu'aucune catastrophe majeure n'a eu lieu dans cette question. Je dis ça parce qu'il y a des élèves qui associent automatiquement l'expression court-circuit à quelque chose de terrible. C'est quand on court-circuite le générateur qu'il se passe quelque chose de dangereux. Là, on a juste court-circuité une lampe, et il reste encore des dipôles récepteurs en fonctionnement, donc pas de danger. On passe à l'exercice B. Il s'agit d'une simple question. Lorsqu'on branche plusieurs appareils sur une même multiprise, comment sont-ils reliés les uns par rapport aux autres? En série ou en dérivation? Justifiez la réponse. Alors, vous avez tous vu des multiprises. Vous savez qu'on y branche plusieurs appareils qu'on fait fonctionner séparément ou simultanément, peu importe. Je vous mets une double image de multiprise sous les yeux, et on va commencer par imaginer à quoi ça ressemblerait si c'était un circuit en série d'un côté et si c'était un circuit en dérivation de l'autre côté. Si c'est un circuit en série, il n'y a qu'une seule boucle et pas de nœud. Donc le seul moyen de relier tous les appareils qu'on peut y brancher dans une seule boucle, c'est de faire comme ça. Je vous fais le circuit normalisé à côté. Il faut imaginer que le cordon de la multiprise mène à une prise murale, qui joue le rôle d'un générateur. De l'autre côté, si c'est un circuit en dérivation, il y a des boucles et des nœuds. Et donc on peut imaginer qu'on a ce genre de circuit à l'intérieur. Et voilà le circuit normalisé correspondant. Maintenant réfléchissez. Si c'est un circuit en série, déjà il faut boucher tous les trous, pour permettre au courant de circuler. Et boucher tous les trous, ça signifie brancher des appareils sur toutes les prises de la multiprise. Et en plus, ces appareils ne doivent pas être éteints, sinon le courant ne circule pas. Demandez-vous, est-ce que quand on se sert d'une multiprise, on branche toujours quelque chose dans toutes les prises? Et est-ce qu'on se sert toujours de tous les appareils branchés en même temps? Bien sûr que non, ce serait absurde. Donc on comprend tout de suite que le branchement en série ne serait pas pratique du tout. On pourrait même avancer l'argument qu'en série, plus il y a d'appareils en fonctionnement, moins ils fonctionnent bien. Donc avec une multiprise à 5 prises, je vous dis pas comment les appareils branchés fonctionneraient faiblement, ce serait une horreur. Alors qu'en dérivation, on branche le nombre d'appareils qu'on veut, et ils sont indépendants puisqu'ils appartiennent à des boucles différentes. On va donc répondre ceci. Dans une multiprise, les appareils sont en dérivation. En effet, s'ils étaient branchés en série, il ne faudrait laisser aucune prise de la multiprise vide, et il faudrait se servir de tous les appareils simultanément, ce qui serait très peu commode. Inversement, en dérivation, on branche et on fait fonctionner indépendamment le nombre d'appareils que l'on veut. Cela est beaucoup plus pratique. On passe à l'exercice C qui parle d'un circuit en dérivation justement. Soit le circuit en dérivation ci-contre, composé d'un générateur, d'un moteur et de deux lampes L1 et L2. Question A. Combien de fils sont nécessaires pour réaliser ce circuit? C'est un petit peu plus difficile de compter les fils de connexion dans un circuit en dérivation. Pour y arriver, il faut bien visualiser les branchements entre dipôles. Je vais faire apparaître les fils en couleur pour vous aider. 1, 2, 3, 4, 5 fils. 5 fils de connexion sont nécessaires pour réaliser ce circuit. Question B.
indiquer le sens du courant électrique dans tout le circuit. Donc le courant part de la borne plus, on arrive ensuite à un nœud, et une partie du courant passe par le moteur, et le reste passe par les lampes L1 et L2. On passe à la question C, repasser en couleur les différentes boucles directement sur le sujet. On fait bien attention, une boucle fait le tour du circuit certes, mais en partant obligatoirement de la borne plus pour rejoindre la borne moins. Alors là, il n'y a que deux chemins possibles, c'est-à-dire deux boucles, une qui passe par le moteur, et une qui passe par les lampes, comme je l'ai évoqué dans la question précédente. Question D, recopier le schéma et y placer un interrupteur K commandant tous les dipôles récepteurs, et un autre interrupteur K' commandant seulement le moteur. Cette question vient après la question C, donc assez logiquement, elle est en rapport avec les boucles. Regardez leur tracé. On voit que pendant une partie du chemin, les boucles se superposent, puis à partir des nœuds, elles se séparent. L'idée c'est que pour commander tous les dipôles, il faut placer l'interrupteur à un endroit qui les impactera tous. Donc un endroit où toutes les boucles sont rassemblées. Je parle donc de cet endroit. J'ai donc trouvé où placer l'interrupteur K. Maintenant, pour l'interrupteur K', on doit choisir un emplacement qui ne va affecter que le moteur. Si vous avez compris mon explication, alors vous savez qu'il faudra placer K' ici ou ici. Voilà. Dernière question, la question E. La lampe L1 tombe en panne, quel sera l'effet de cette panne sur les autres dipôles récepteurs du circuit? Donc a priori, on revient au circuit initial. On voit que si la lampe L1 est en panne, il n'y aura plus de courant dans la boucle rouge dans laquelle elle se trouve, et donc la lampe L2 sera éteinte. Par contre, comme le moteur est dans une autre boucle, il n'est pas affecté par la panne. On répond donc, suite à la panne de la lampe L1, la lampe L2 sera éteinte et le moteur tournera aussi vite qu'avant. Attention, le moteur ne tourne pas plus vite. Faut pas confondre avec un circuit en série dans lequel on supprimerait des dipôles et où les dipôles restants fonctionneraient de plus en plus intensément. Et on termine cette vidéo avec l'exercice D. Dans ce dernier exercice, on a ce que j'appelle un circuit mystère. Un circuit électrique inconnu comprend une pile, une lampe, une DEL, un moteur et un interrupteur. Quand on ouvre l'interrupteur, la lampe s'éteint. Quand le moteur tombe en panne, aucun autre dipôle n'est impacté. Par contre, si la DEL est en sens bloquant, aucun dipôle ne fonctionne. Schématisez ce circuit mystère avec l'interrupteur en position fermée. Bon, la première chose à clarifier, c'est le type de circuit. En série ou en dérivation. J'espère qu'il est évident pour vous qu'il s'agit d'un circuit en dérivation. Pourquoi? Parce que quand on ouvre l'interrupteur, il se passe un truc, quand le moteur tombe en panne, il se passe un autre truc, et si la DEL est en sens bloquant, il se passe encore autre chose. Mais ouvrir l'interrupteur, subir une panne ou mettre une diode en sens bloquant, ça revient à une coupure de courant. Et dans un circuit en série, en cas de coupure de courant, la conséquence est toujours la même. Plus aucun dipôle ne fonctionne. Or là, il y a des dipôles éteints, mais il y en a qui fonctionnent encore. La seule façon d'expliquer ces effets différents, c'est que tous les dipôles ne soient pas dans la même boucle. Maintenant, on va relire l'énoncé et en extraire petit à petit toutes les informations nécessaires pour savoir comment sont branchés les dipôles les uns par rapport aux autres. On nous dit, quand on ouvre l'interrupteur, la lampe s'éteint. C'est-à-dire que seule la lampe s'éteint. Les autres dipôles fonctionnent normalement. On en déduit que l'interrupteur et la lampe sont voisins dans le circuit et qu'ils appartiennent à la même boucle. Je vais donc les placer comme cela. Ensuite, quand le moteur tombe en panne, aucun autre dipôle n'est impacté. Concrètement, ça signifie que le moteur est dans une autre boucle que l'interrupteur et la lampe, à un endroit où seul le courant de sa boucle circule. Là par exemple. Enfin, on lit que si la DEL est en sens bloquant, aucun dipôle ne fonctionne. Donc la DEL est située en un lieu du circuit où passe le courant qui alimente toutes les boucles, probablement à côté de la pile. Ici, par exemple. Il n'y a pas d'autres éléments dans l'énoncé, donc je termine le circuit. Et vous voyez qu'on a donc affaire à un circuit en dérivation formé de deux boucles que voilà. Et on se rend compte que tout colle par rapport à l'énoncé. Si l'interrupteur est ouvert, ok, la lampe s'éteint, mais le courant passe encore dans la DEL et dans le moteur. Si le moteur est en panne, le courant passe encore dans la DEL et dans la lampe. Et s'il arrive quelque chose à la DEL, eh bien, plus rien ne marche. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de maîtriser ce chapitre sur les circuits en série et les circuits en dérivation. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Les pouces vers le haut sont les bienvenus. Merci et à bientôt.